Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va vous laisser arriver un petit peu prendre le temps d'arriver, mais on a déjà souhaité, pour occuper ces quelques premières minutes, vous poser une question sur le thème d'aujourd'hui, tensions politiques, sociétales, écologiques. Comment comment outiller les RH pour protéger le collectif? Alors, bien évidemment, je vais me présenter, je vais présenter les intervenants. Mais on va se laisser quelques minutes pour vous laisser le temps de vous connecter, d'arriver, de prendre un petit verre d'eau. Pour certains, peut-être que c'est le marathon des webinaires RH parce qu'il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Pour d'autres, peut-être que vous sortez d'un meeting. Donc, on vous laisse 2-3 minutes pour vous installer confortablement avant de présenter les intervenants. Alors, je regarde aussi dans le chat. Voilà, combien vous êtes là maintenant? 18 participants. Je vais attendre un petit peu puisque vous êtes a priori plus nombreux. Merci en tout cas d'être là sur ce thème-là. Thème sur lequel on a souhaité, avec l'ensemble des intervenants, être vraiment dans une réflexion, d'un côté de vous apporter des outils par rapport à ce qu'on a pu observer de manière très empirique, mais aussi de réfléchir avec vous, parce que finalement, c'est un nouveau thème qui émerge beaucoup là on va dire dans les dernières années. Alors, les participants arrivent, il est 16h02, on va se laisser encore 2 minutes, le temps que tout le monde arrive. Je vous invite à regarder ce sondage qui apparaît. Quel est aujourd'hui, en tant que RH, votre plus grand défi face aux tensions du monde extérieur? On vous a proposé quelques propositions. En tant que RH, qu'est-ce qui émerge dans vos sociétés? Je fais face à des tensions entre collaborateurs qui pourraient avoir des divergences politiques, des conflits de valeurs. Je constate une hausse de l'anxiété et de l'éco-anxiété chez certains salariés. Je cherche des outils pour réaffirmer un cadre inclusif et apaisant dans un contexte de plus en plus clivant. Je veux outiller les managers terrain ou d'autres choses que vous pouvez nous dire dans le chat et qu'on va bien évidemment regarder de près. Donc, vous pouvez soumettre votre vote. Bon, il est 16h02. Moi, ce que je propose, c'est qu'on démarre. Donc, pour démarrer, je vais peut-être demander d'abord aux invités, à Pamela et à Jean-Charles de se présenter. Je me présenterai juste après. Pamela, ce thème, il t'intéresse, tu es là, dis-nous qui tu es et qu'est-ce qui fait que ce thème t'intéresse là maintenant? Merci beaucoup Sylvie, je m'appelle Pamela Corbin-Audou, je suis directrice diversité, équité et inclusion chez Decathlon Digital, la partie tech digitale de Decathlon. Et puis je suis très intéressée, alors c'est un job que j'ai aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques années que je travaille dans la sphère RH autour des sujets d'impact social, de diversité et inclusion. Et ce qui m'intéresse, moi, dans ce thème, que je trouve bien formulé en plus, c'est le fait qu'on puisse non seulement prendre les choses sous l'angle RH, et que c'est en plus un thème éminemment humain et éminemment actuel. J'ai envie de dire malheureusement presque. Et donc c'est à la fois quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez, à nous RH, et en même temps quelque chose qu'on subit et pour lequel il faut qu'on soutienne nos collaboratrices et collaborateurs. Donc je trouvais que cette espèce de miroir qu'on se tendait et qu'on tendait aux autres était intéressant. Donc voilà pourquoi je suis ici. Merci Pamela. Jean-Charles. Bonjour à tous, donc Jean-Charles Picot, je suis manager chez Akoya Consulting. Alors, chez Akoya, on a un cabinet de conseil en stratégie spécialisé sur la prise en compte des enjeux humains dans le développement des entreprises. Et plus particulièrement, nous, notre raison d'être, c'est de s'assurer que le développement des entreprises va aller de pair avec le développement des collaborateurs, que l'un ne peut pas se faire sans l'autre et que finalement, pour la bonne santé à la fois de l'entreprise et des gens qui y travaillent, c'est essentiel d'assurer un équilibre entre les deux. Nous, là-dessus, on travaille sur plusieurs dimensions. D'une part, la transformation des métiers et des organisations. D'autre part, l'expérience employée au sein de ces organisations. Et enfin, le renforcement et le support de la fonction RH en tant que telle. Et c'est à ces différents titres que le sujet finalement de ce webinaire aujourd'hui
est hyper intéressant parce que nous, finalement, nos contacts, nos relations et le travail qu'on mène au jour le jour, c'est vraiment l'accompagnement des RH et un accompagnement notamment dans l'anticipation de ce qui arrive aujourd'hui, de ce qui va arriver dans le futur, de comment est-ce qu'on assure une certaine stabilité, anticipation à cette fonction RH dans un monde qui est, voilà, comme le disait Pamela juste avant, pas forcément ni stable, ni prévisible, ni certain. Mais bon, c'est ce qui fait la richesse de nos travaux. On peut même dire qu'il est instable. Merci Jean-Charles. Alors, moi-même, je suis donc Sylvie Chauvin, je suis psychologue, je suis intervenante salariée chez MocaCare. MocaCare, c'est le partenaire santé mentale des entreprises. On couvre des PME, des très grosses entreprises. On accompagne les DRH et l'ensemble des collaborateurs sur 3 dimensions. Primaire, la prévention primaire, secondaire, tertiaire, avec d'un côté une appli, du digital et aussi de l'autre côté beaucoup un réseau de plus de 300 psychologues, coachs qui viennent au quotidien, donc des managers et des collaborateurs sur différents sujets, dont celui-ci d'ailleurs. Si on a souhaité parler sur ce sujet-là et pousser ce sujet, c'est qu'on est déjà saisi sur ce sujet. À titre personnel, j'accompagne aussi des DRH avec ma casquette MOCA, que ce soit en supervision ou que ce soit dans des consultations avec ma casquette de psychologue. Et j'ai déjà eu des DRH qui me disent moi, par moment, je ne sais pas trop comment faire. Je me sens même perdue dans certains conflits entre salariés où chacun expose dans le cadre de l'entreprise des convictions personnelles ou politiques qui, peut-être, de mon point de vue, n'auraient pas lieu d'être. Donc, qu'est-ce que je fais par rapport à ces conversations? Est-ce que je les ignore? Ou est-ce que, quelque part, en tant que DRH et peut-être animateur de communauté, je leur laisse la place? J'aimerais répondre, qu'on puisse répondre, que notre public puisse répondre aussi à ces questions et qu'on reparte avec, globalement, ce nouveau rôle de DRH. Voilà pour la présentation. Et j'étais aussi dans une vie précédente DRH, donc cette fonction est chère à mon cœur. Donc oui, Jean-Charles, oui, Pamela, le monde dans lequel on est dans l'incertitude. Je pense que les DRH connaissent l'acronyme qu'on avait dans les années 80. On parlait du VUCA World, un monde volatile, incertain, complexe, ambigu. À l'époque, c'est l'armée qui avait donné ces acronymes pour dire que quand on préparait une bataille, on ne pouvait pas faire comme avant. Il fallait être beaucoup plus souple et prévoir un peu l'imprévisible. Aujourd'hui, VUCA, il semblerait que ça soit mis de côté. On n'est plus tout à fait VUCA. On est maintenant, le nouvel acronyme, c'est BANI. Alors, BANI, ça veut dire quoi? BANI, c'est vraiment la raison d'être de notre conférence. C'est un monde, en fait, où l'instabilité est notre nouveau paradigme. Ce n'est pas l'exception. Donc, BANI, ça vient de l'anglais qui veut dire brittle, comme anxieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une fragilité. Cette fragilité, on la voit dans nos entreprises, dans nos marchés d'ailleurs, comme dans nos collaborateurs. Il y a une anxiété qui est très forte, et là, je peux vous assurer que chez MoCA, on l'entend, cette anxiété, on l'accueille, et on essaye de la transformer en quelque chose, en redonnant un peu de pouvoir d'agir aux personnes, parce que ça, c'est peut-être une clé qu'on verra. Le N de BANI, c'est non linéaire, c'est-à-dire que avant, on pouvait prévoir des choses et on pouvait tirer des traits. On faisait des budgets sur l'année, et puis globalement, ça tombait juste. Aujourd'hui, sans arrêt, et les DRH sont bien au courant de ça, on revoit ça au quarter, parfois au mois. Et ce qui s'est passé hier n'est pas forcément prédictif de demain. Et ça met de la complexité. Et enfin, pour certains et pour nombreux d'entre nous, il y a des choses incompréhensibles. Okay ? Il y a parfois des événements politiques qui arrivent. Donc ici, on n'est pas sur un webinaire politique. Je ne vais pas traiter de politique en entreprise au sens où je vais faire de la politique et je ne vais pas me mettre à plaidoyer pour une cause ou pour une autre. Ce n'est pas le sujet. On est vraiment sur comment faire pour aider les RH qui, eux, peuvent être saisis sur ces questions et notamment par rapport aussi au thème de la diversité. Okay ? Donc, une fois cette introduction posée, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais peut-être juste regarder les résultats du sondage par rapport aux personnes qui ont pu s'exprimer. Alors, je ne sais pas comment… Je regardais un peu les résultats et au début, on avait un tiers pour je constate une hausse de l'anxiété, deuxième tiers sur je fais face à des tensions entre collaborateurs et troisième sur je cherche des outils pour réaffirmer un cadre inclusif. Et là, il y a une petite majorité
qui se dégage avec, je constate, une hausse de l'anxiété ou de l'éco-anxiété chez certains salariés. Ok. C'est une faible avance. Après, on a les 3 autres. Et je veux outiller les managers de terrain qui sont en train de reprendre un peu. On a eu 13 votes jusqu'à maintenant. On a quelques autres participantes et participants. N'hésitez pas à regarder dans l'onglet sondage qui est en bas à droite de votre écran. Vous devriez retrouver le sondage et vous pouvez voter si vous ne l'avez pas encore fait. Ok, super. Merci Pamela. On va voir comment ce sondage peut-être évolue au cours du webinaire, mais en tout cas là, traitons notre majorité, c'est-à-dire les 31% qui nous disent je constate une hausse de l'anxiété, de l'éco-anxiété. On a les deux phénomènes et du coup, quelle parole le DRH et quel acte le DRH peut-il enclencher? Donc j'ai envie de te demander, Pamela, par rapport au fait d'avoir ce rôle de DRH, de soutenir le collectif de l'entreprise face aux tensions et à l'anxiété. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de ce que tu as mis en place ou ce qui a été mis en place, ou en tout cas quelques illustrations? Bien sûr. J'ai beaucoup aimé cette introduction que tu as faite avec les sigles VUCA, BANI. Il y en a d'autres, il y a TUNA, RUPT, etc. Il y en a pas mal qui sortent et qui sont déjà sortis depuis un certain temps, utilisés ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est cette forme d'incertitude, d'imprédictibilité, je ne sais pas si c'est un mot, le fait de ne pas pouvoir prévoir, le fait de ne pas pouvoir projeter à long terme, ou parfois, quand on parle d'1 an et demi, on parle de science-fiction pour certaines entreprises qui n'arrivent vraiment pas à savoir avec certitude où elles seront. Quand on a des contextes comme ça d'entreprise, où il y a des transformations, où il y a des crises par lesquelles on doit passer, quand je pense à la tech en particulier, qui est mon milieu de prédilection, dans un milieu dans lequel il y a énormément de réorganisation, c'est un peu ce qui se passe 1 à 2 fois par an en général. On a souvent des signaux forts d'anxiété. Avec des personnes qui sont en surcharge mentale, voire jusqu'au burn-out. On peut avoir des gens qui ont un engagement nettement en baisse, et puis une difficulté à se projeter non seulement à l'intérieur de son équipe, mais aussi individuellement. Et quand ça se passe, on se rend compte qu'il y a ce qui se passe à la maison, et puis dans le monde, et ce qui se passe en plus dans l'entreprise. Et souvent, les employés se retrouvent à la croisée de ces crises qui viennent d'un peu partout. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on a du mal à trouver un espace dans lequel on peut verbaliser les tensions ou les émotions qui nous traversent. En tant que salarié, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en tant que salarié, ce que tu as constaté, c'est qu'il n'y a pas forcément un espace de parole, du coup organisé par le DRH, parce que finalement, qui peut mieux que lui organiser? C'est pas en tout cas encore organisé. C'est ça que tu es en train de nous dire? Alors, parfois, tu as des entreprises dans lesquelles tu peux avoir des groupes de parole, mais ça reste encore quelque chose qui est assez marginal aujourd'hui. Et malheureusement, on n'utilise pas assez ce dispositif qui est, somme toute, assez simple à mettre en place, mais qui arrive souvent au dernier moment un peu en catastrophe. Alors que si on prévoit et qu'on se dit qu'on met en place ce genre de choses en dehors des moments de crise, c'est déjà beaucoup plus facile à activer en période de crise. Et pour te donner un exemple, pour répondre à ta question, je repense à un moment où une entreprise dans laquelle j'étais a été rachetée par un grand groupe, et tout d'un coup, il y avait qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être en doublon? Est-ce que mon poste va être sauvegardé ou pas? Est-ce que les équipes auxquelles je reporte seront toujours les mêmes? Est-ce que la méthode de travail en tout à distance ou en hybride sera respectée? Et à ça, on ajoute en plus un cas, une ambiance politique qui était un petit peu resserrée. C'est exactement la même qu'on a maintenant. C'est-à-dire aux États-Unis, hein, notamment, c'était une entreprise américaine, où il y avait le même président d'ailleurs, c'est marrant. Alors, je ne sais pas, mais bon, c'était le même président. Et par exemple, il y avait des contrats qui avaient été passés, et certains employés étaient complètement opposés à ce type de contrat, au fait qu'on puisse aider ce gouvernement à faire des expulsions, etc. Et dans ces cas-là, ce qui est embêtant, c'est qu'on a et l'anxiété par rapport à son travail et l'anxiété à la maison quand on écoute les nouvelles. Et ça se multiplie, en fait, ça s'amplifie. Et on n'arrive pas au travail en se disant, voilà, j'ouvre mon ordinateur et j'ai plus l'anxiété que j'ai à la maison. Et quand on ferme son ordinateur, on a toujours son anxiété. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu des réunions qui ont été annulées avec des gens qui n'étaient pas du tout d'accord. Il y a eu des tensions qui montaient. Le ton montait en réunion sur des sujets qui étaient professionnels, mais on sentait les oppositions de part et d'autre. Et ce qui est vraiment embêtant dans ces cas-là, c'est les non-dits.
C'est peut-être que par rapport à ce que tu dis là, ça pourrait être intéressant qu'on pose la question dans le chat, de dire, vous, DRH, là, qui nous écoutez, est-ce que dans vos entreprises, vous avez déjà fait face à un conflit, à un désaccord qui serait lié à des sujets externes de l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce que ça a été un sujet pour vous? Peut-être dans le chat, s'il y en a qui veulent le dire, c'est un peu oui ou non, pour qu'on voit aussi un peu vos exemples. Tu nous cites l'actualité américaine. Est-ce que sur ces sujets-là, c'est des sujets dans lesquels, en tant que DRH, vous vous êtes senti peut-être par rapport à vos politiques de diversité, est-ce que ça a été un sujet ou pas, en fait, finalement? Donc, je regarde si dans le chat, c'est des choses qui arrivent. Et ce qui peut-être intéresse aujourd'hui notre public, c'est-à-dire par rapport à ça, si on a des différends dans l'entreprise en tant que RH, qu'est-ce que le RH peut faire? Est-ce que le RH, il observe ces différends à la cafétéria en disant, bah, tiens, j'ai 2 salariés là qui s'affrontent sur un conflit, je ne sais pas, entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Israël et la Palestine, où ils ne sont pas du tout d'accord, et je laisse ça, cette parole libre, ou est-ce qu'au contraire, en tant que DRH, je dois faire quelque chose? Si vous avez des avis dans le chat, surtout, dites-nous. Moi, j'ai juste envie de donner une petite piste. En fait, c'est quand même pas nouveau, cette histoire-là. Moi, ça fait plusieurs week-ends que je pense à ce webinaire là maintenant, et du coup, j'interroge plein de gens autour de moi. Et des gens aussi de ma génération, donc plus vieux. Et en fait, les entreprises, il y a quelques années, certains, moi, j'étais pas née, enfin si, j'étais née en mai 68, mais je n'étais pas DRH, bien évidemment. Mais si on reprend mai 68, il y avait quand même le politique qui était bien rentré dans l'entreprise. Ou d'autres événements. Il y a dans le passé, en fait, on a des histoires qui nous montrent que le politique, il est déjà rentré dans l'entreprise. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que le politique, il rentre aussi par les réseaux sociaux, il ne rentre pas que par la parole. Et du coup, ça ne fait pas la même incidence pour la gestion de ça. Et quand je discute avec, on va dire, des vieux DRH, ils me disent, mais enfin, il n'y a pas de problème, la parole, elle est libre dans l'entreprise. Ce qui ne va pas, c'est si ça a un impact sur la productivité. Si demain, mes 2 salariés avec un conflit X ou Y refusaient de travailler ensemble dans le cadre de l'équipe dans laquelle ils sont, et je vais te donner la parole après, Jean-Charles, par rapport à ça, si 2 salariés refusaient de travailler ensemble, et tu vas nous parler peut-être des squads, ou je ne sais pas, mais là, ça serait un problème. Et en tant que RH, je pense que j'ai les leviers pour agir là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, si en tant que RH, et là, je prends ma vieille casquette de RH, j'ai 2 salariés qui ne veulent pas travailler ensemble pour des histoires, on va dire, de non-intégration de l'opinion de l'autre, ben, ça me pose problème. Ce n'est pas OK. En plus, ça va sans doute heurter mes valeurs de diversité. Donc, je vais peut-être, après avoir mis en place de la médiation, peut-être après avoir appelé MOCA, où on sait gérer les différends et les conflits, après avoir travaillé sur des séminaires et donné un peu plus d'écoute active. En tout cas, après avoir donné les bons leviers et les bons outils, si ça continue, il y a un moment, j'utiliserai ma casquette disciplinaire. C'est-à-dire que je peux être amenée à licencier quelqu'un qui utiliserait l'entreprise comme un tremplin politique pour parler que de sa cause, et qui, du coup, n'est pas du tout dans une logique d'intégration et d'inclusivité. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord? J'ai envie peut-être de te donner la parole, Jean-Charles, sur ce sujet-là. Oui, alors oui, je suis d'accord. Et en fait, ce que j'aimerais souligner, c'est que le rôle de la fonction RH dans finalement l'histoire que tu décris, c'est aussi d'être le garant du respect du droit dans l'entreprise, tu vois. Finalement, de s'assurer de fixer les bonnes limites et de ne pas être juste un interprète un peu à géométrie variable qui va aller dans un sens ou dans un autre parce que sa sensibilité personnelle lui dit de le faire. L'idée, c'est que sur ces sujets sensibles où les tensions sociétales, politiques traversent l'entreprise, quelle qu'elle soit pour le coup, et en effet, ce n'est pas forcément des choses qui sont nouvelles, bah, le RH, lui ou elle, doit tenir la ligne du droit sans forcément mettre de surenchère, de laxisme, juste en étant garant du respect de ce qui est écrit dans les textes finalement. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est la seule fonction du RH, parce que sinon, ça voudrait dire ça ressemble à quelque chose de très froid presque, qui est très éloigné de ce qu'on veut renvoyer. Ça veut aussi dire que le RH, lui, son rôle, c'est aussi d'être le garant de la volonté du leadership dans l'entreprise, tu vois. En fait, de dire, bah, non seulement il y a le cadre légal qui nous est imposé, mais il y a aussi l'entreprise, la culture de l'entreprise, les priorités qui sont décidées dans l'entreprise. Et moi, en tant que RH, je me fais le garant de cette stabilité, de ce cadre juridique, mais je me fais aussi le garant de la volonté du leadership. C'est-à-dire que si dans mon entreprise, on promeut des valeurs qui sont plutôt,
des valeurs A ou B, peu importe, j'ai pas envie forcément de prendre parti ou de prendre des exemples. En fait, moi, mon rôle, c'est de réexpliquer, d'être la courroie de transmission du leadership auprès des collaborateurs et d'être le garant de la mise en œuvre des priorités qui sont décidées au niveau du leadership. Mais oui, je te rejoins absolument. Tu vois, l'idée, c'est surtout de rester le plus lié au business, je dirais, et de pas forcément en faire un sujet humain, personnel, individuel, émotionnel. L'idée, c'est vraiment, moi, en tant que RH, mon rôle, c'est d'assurer que tout se passe bien dans l'entreprise et que ça ne nuise pas à la production, la productivité et l'efficacité de l'entreprise. Ok. Pamela, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, sur justement ce nouveau rôle du RH par rapport à ces sujets qui rentrent finalement… j'ai envie de juste dire, à l'époque, moi je me souviens, il y a très longtemps, mais en tout cas dans les années 80, on disait les émotions, on les laisse à la porte de l'entreprise. Okay. J'ai entendu ça, en tout cas. On sait qu'aujourd'hui, c'est absolument ridicule, cette histoire-là. On est un être entier, et en plus, chez Moka, on est les premiers à faire beaucoup de conférences sur l'intelligence émotionnelle, sur la communication bienveillante, donc on ne peut pas laisser ses émotions. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire le parallélisme en disant, en fait, le politique, il rentre par la fenêtre, il rentre par la porte, il rentre… Mais du coup, qu'est-ce que tu dis, toi, Pamela, de ça, par rapport au nouveau rôle du DRH ? J'aime bien ce que disait Jean-Charles. Le DRH, il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est que malgré l'évolution, l'actualité, les nouvelles générations, ça reste un garant des valeurs de l'entreprise et de la culture de l'entreprise. Cette culture va évoluer, mais dans les fondamentaux, les valeurs en général, il y a assez peu de variations. Et quand il y en a, le DRH s'en accommode et puis devient la personne qui va défendre, enfin la fonction RH doit défendre ces valeurs-là. Et je pense qu'il y a un devoir d'incarnation de ces valeurs. Okay. En tant que membre du COMEX, en tant que garant de la fonction humaine, je trouve que la fonction RH a encore plus ce devoir d'incarnation des valeurs. Dans la posture, dans les décisions, dans les justifications des décisions qui ont été prises, dans la communication, il faut absolument qu'on ait ça. Ça doit se traduire dans tous les rituels. Et donc, pour moi, il y a un rôle aussi d'orchestration. On parlait tout à l'heure de est-ce qu'on peut ouvrir des espaces de parole, des espaces d'écoute? Oui, on peut le faire. Non seulement des espaces d'écoute, mais aussi parfois des espaces d'échange où les gens peuvent se dire les choses. Il ne s'agit pas évidemment d'utiliser l'entreprise comme une tribune politique, et il ne s'agit encore moins d'utiliser l'entreprise comme un ring de boxe. Ce qui se passe, c'est que on a des entreprises qui aujourd'hui sont au cœur de ce type qui constatent ce type de… Attends, Pamela, il y a un petit problème avec ton micro. Je suis obligée de te couper parce qu'en fait, il y a des moments où on n'entend plus. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. Vas-y, reteste là. Et je vais synthétiser. Oui. Non. Bon, je vais synthétiser pendant peut-être… C'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Ah, super. Il y avait peut-être un petit… Je disais que l'entreprise, la fonction RH doit aussi orchestrer ces espaces de parole qui sont dans la bienveillance. J'aime bien utiliser ce mot, même s'il est très galvaudé. La bienveillance, le respect et l'alignement, le respect des personnes, hein, évidemment, et l'alignement par rapport aux valeurs. Et pour moi, ça, c'est une question de cohérence entre ce qu'on défend et la manière dont c'est appliqué sur le terrain. Et ça fait partie du rôle du DRH. Alors, j'en ferai une petite synthèse de ce qu'on s'est dit pour les personnes qui arrivent en cours de route. Donc, première bonne pratique, on organise des groupes de parole. En fait, on organise la parole. Okay, et ça, on peut le faire. Le RH peut être formé à ça et on peut les accompagner effectivement sur ce sujet. Deuxième bonne pratique, on n'oublie pas que d'un côté, on a le légal, qui est toujours un dispositif qui fait partie de la fonction RH. Le RH est garant aussi et globalement incarne les valeurs du leadership. Et donc, il n'est pas seul avec ça. Le RH, le CEO et l'ensemble du comité de direction portent ces valeurs. Moi, je me permets de mettre un petit bémol sur la valeur d'exemplarité du RH. Pour moi, c'est l'ensemble, mais on a le droit d'avoir des opinions divergentes, justement, dans ce webinaire. Pour moi, c'est bien l'ensemble du comité de direction qui doit être valeur d'exemplarité sur les valeurs du leadership. Pas que le RH qui, parfois, quand je les vois en supervision, en ont un peu gros sur les épaules, d'être toujours ceux qui doivent porter avec plus d'excellence
toutes les valeurs de l'entreprise. Donc, on peut être RH et venir en tant que RH un peu comme on est. On n'est pas obligé de se... Mais ça, voilà, c'est discute. OK. Et peut-être pour approfondir un peu, Pamela, est-ce que tu pourrais nous dire la manière dont tu accueilles l'anxiété? C'est-à-dire, dans ton exemple, comment l'anxiété des collaborateurs, comment dans ton entreprise actuelle ou passée, tu accueilles ça? L'anxiété, il faut vraiment se dire que c'est une réaction humaine qui fait partie de la palette de toutes les émotions, toutes les réactions qu'on peut avoir et que c'est parfaitement valide. On ne peut pas, comme tu disais tout à l'heure, Sylvie, faire comme on l'a fait il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, dire on met ça de côté et puis quand on se connecte, quand on arrive à l'entreprise, on met toutes ces sensations de côté. Donc il faut vraiment, pour moi, l'accueillir et ne pas la nier, ne pas l'ignorer. Se dire que ça existe et la prendre en compte. Et quand on fait ça, ça veut dire aussi permettre, on parlait des espaces de parole, mais ça peut être d'autres sas. Ça peut être faire appel à des services comme Mocacare et puis les mettre à disposition des salariés. Ça peut être aussi, et surtout, je pense, former et soutenir les managers. Les managers sont les premières personnes qui souvent reçoivent les résultats de l'anxiété ou les impacts de l'anxiété. Et c'est eux qui peuvent interagir en relation individuelle avec les membres de l'équipe et dire qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment est-ce qu'on peut t'aider, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut changer dans la manière dont tu travailles, est-ce que tu as besoin d'en parler, voilà les services qui sont à ta disposition via nos services RH ou via un prestataire extérieur. Et le fait d'avoir cet espace d'écoute aussi, qui est individuel, mais qui arrive assez souvent. En général, on voit son manager ou sa manager au moins une fois toutes les 2 semaines, je dirais. C'est aussi un espace dans lequel on devrait pouvoir s'exprimer. Donc, ça veut dire qu'il faut former les managers à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les managers deviennent des thérapeutes. Ce n'est pas du tout le principe, c'est un métier à part entière. En revanche, pouvoir permettre aux managers d'accueillir, de détecter cette anxiété. On parle d'anxiété, mais ça pourrait être toute autre chose. Ça pourrait être un burn-out, etc. Et ensuite, de pouvoir orienter vers les bonnes personnes. C'est déjà essentiel. Quand on prend des cours, ce que je recommande à tout le monde d'ailleurs, de premier secours en santé mentale, la première chose à faire, c'est d'approcher les gens et de les écouter. Donc, si on arrive déjà à faire en sorte que les managers arrivent à faire ces 2 gestes qui sont extrêmement importants, qu'on soit en crise ou en début de crise ou même pas du tout en crise, ça fait partie pour moi du rôle essentiel, élémentaire maintenant du manager, on aurait déjà fait une bonne partie du travail. Ok, super. Et peut-être même ce qu'on est en train de se dire, du coup, c'est pas que le rôle des DRH et que cette fonction, elle est très distribuée, elle est très partagée. C'est le rôle par rapport à l'anxiété, en tout cas. Oui, je te suis de former les managers, mais aussi chez Moka.care, on insiste aussi sur le rôle du collègue, du collaborateur. Parce que qui mieux que le collègue peut voir les tout premiers petits signes qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comment le collègue peut être accompagné dans sa détection aussi des signaux et dans sa capacité très assertive à remonter le sujet, à dire à la personne « Attends, tu n'as peut-être pas envie qu'on en parle, mais c'est important. Tu ne te sens pas à l'aise avec ce sujet dans l'entreprise ou tu as ce sujet peut-être d'ailleurs politique qui te rend anxieux. » Du coup, je peux demander peut-être d'organiser un groupe de parole. Donc, le collègue aussi, très, très important. Et j'ai envie de rajouter peut-être quelque chose qui semble évident, mais pas tant que ça, c'est de mettre en place la sécurité. Finalement, le DRH, en plus de tout ce qu'on a dit, là, ça fait partie de son rôle, de mettre en place la sécurité psychologique dans les équipes. Alors, on a des études maintenant. Hein. Peut-être que vous avez lu le bouquin de Amy Edmondson qui a analyser ce qui se faisait. Voilà, l'entreprise sereine, l'entreprise sans peur. Ça parle de ça aujourd'hui. L'entreprise sans peur, c'est celle qui justement sait mettre la sécurité psychologique et c'est celle qui peut-être sera plus à même de faire face à ces tensions politiques. Donc mettre en place la sécurité psychologique, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire déjà poser la question, définir le concept, former les managers et d'autres, d'ailleurs pas que les managers, à ce concept-là, parce que la sécurité psychologique, à la différence de ce que je disais tout à l'heure sur les risques psychosociaux, c'est vraiment à la main du manager. On sait par exemple que dans un grand groupe, quand on accompagne des grands groupes, on se rend compte que dans la direction je sais pas, on va dire de Sandra, la sécurité psychologique, on peut la mesurer. Donc, si je fais le test, les collabs vont nous dire c'est bon, moi je me sens en sécurité psychologique.
Ça veut dire que je suis capable de dire ce que je pense. Si je fais une erreur, elle ne va pas être retenue contre moi. Et 2-3 exemples comme ça. Et puis, dans l'autre direction, là, juste à côté, pourtant, ils sont au même open space. Là, elle ne l'est pas du tout. Donc, la sécurité psychologique, ce qui est bien, c'est qu'elle a la main du manager. Donc, si le DRH il veut faire bouger les choses, il a intérêt à booster la sécurité psychologique de ses managers pour permettre effectivement d'avancer sur ce sujet. Je me permets d'ajouter, Sylvie, pour rebondir exactement comme tu l'as fait sur ce que je disais, c'est à la main du manager, mais c'est aussi à la main de chacune des personnes de l'équipe. Le manager a un devoir d'exemplarité pour moi et un devoir d'impulser ce type d'initiative et cette culture et cette ambiance, ce cadre. Mais c'est un cadre qui ne tient aussi que parce qu'il est respecté par les personnes, il est nourri surtout par chacune des personnes dans l'équipe. On peut avoir, si on a 10 personnes dans une équipe, il y en a 9 qui se sentent en sécurité psychologique et une 10e qui ne l'est pas, la sécurité psychologique de l'équipe est quand même toute relative. Tout à fait, merci. Pour moi, c'est important que ça soit aussi incarné par chacune des personnes dans l'équipe et que ça soit activement incarné en tout cas. Ok. Alors peut-être Jean-Charles, sur ce nouveau rôle du DRH ou sur finalement ta capacité, ton observation, ce que vous avez observé, qu'est-ce que tu as envie de nous dire toi sur ce sujet-là? Finalement, moi, j'aime beaucoup ce que disait Pamela tout à l'heure quand elle parlait d'orchestration un petit peu et de mise en musique finalement de la vision du leadership et de la vision qui est celle de l'entreprise pour les années à venir auprès des collaborateurs. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Et l'écueil que j'y verrais, ce serait celui de voir la fonction RH comme un espèce de tampon finalement pris entre deux chaises, pris entre un leadership qui veut incarner des valeurs et des collaborateurs qui se mettent en opposition frontale. Pour moi, c'est un petit peu un écueil qu'il faut absolument chercher à éviter en favorisant la transparence, en favorisant le dialogue, en évitant de filtrer, en évitant les non-dits et de créer des barrières à la fois entre le leadership et les RH et les collaborateurs. L'idée, en fait, c'est vraiment d'assumer, en fait, si je le dis plus clairement, les valeurs et la direction qui est celle qui est promue par l'entreprise auprès des collaborateurs. Au bout du compte, c'est ça que les collaborateurs attendent, comprennent le mieux, c'est de la confiance, c'est de la transparence, c'est de la sincérité. Et derrière, c'est ça qui permettra, alors d'abord de protéger le collectif et de rendre les décisions qui sont celles de l'entreprise réelles, concrètes, opérationnelles finalement dans la vie des collaborateurs. En fait, l'idée, c'est de se dire, bah oui, le RH, à ce titre, il devient, tu vois, tu parlais, Pamela, d'orchestrateur, nous, on parle de caisse de résonance, c'est un petit peu la même logique, tu vois, c'est le côté, je suis capable d'entendre, de m'approprier, et même de co-construire les valeurs et les grandes orientations de l'entreprise, derrière, pour pouvoir aller les décliner auprès des collaborateurs, parce que c'est moi qui suis garant, là, pour le coup, des outils, des process, des moyens de communication, des canaux que je vais utiliser. Et le reste du COMEX, qui est hyper important aussi dans cette dynamique, il me fait confiance et il sait que c'est moi qui ai le mandat pour faire ça. Ok. Et du coup, Jean-Charles, quand tu fais ou quand vous faites des interventions, vous aidez les DRH à avoir cette posture-là ou comment ça se passe pour mieux les accompagner sur cette dimension-là de caisse de résonance ou de chef d'orchestre? Ouais, en fait, ce sur quoi on travaille en règle générale, c'est auprès des DRH avec qui on travaille, c'est sur un support dans la capacité à anticiper, à mieux prévoir finalement les chocs potentiellement qui vont arriver. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la fonction RH, elle ne peut être la garante du message, cette caisse de résonance, que si elle a confiance dans les messages qui sont portés par le leadership, et donc que si elle est capable d'anticiper les impacts que les décisions du leadership vont avoir sur les people derrière. Ce que ça veut dire, c'est que très concrètement, si on a des décisions qui sont prises au niveau de l'entreprise et qui vont conduire à des reclassements, à potentiellement des mobilités au sein de l'entreprise, à des besoins de montée en compétences, à des postes qui sont menacés, en tension, enfin tout ce qu'on veut, ça, c'est des choses qui ne sont pas neutres du tout du point de vue des collaborateurs, c'est des choses qui vont avoir un impact. Et là, c'est hyper important que l'ERH, à ce titre, il soit associé à la réflexion autour de ces orientations stratégiques pour pouvoir alors déjà, pour pouvoir y apporter sa pierre, c'est super important parce que finalement, si l'entreprise, elle prend une décision, mais qu'elle ne se pose pas la question des ressources humaines qui sont adossées à cette décision, il y a de bonnes chances que ça rate, grosso modo. Donc, l'idée, c'est d'y associer les RH à cette démarche d'anticipation, de prévision. C'est ce qu'on fait quand on travaille sur du strategic workforce planning. Et derrière, c'est ce qui permet aussi à la fonction RH de se l'approprier et de savoir comment derrière aller en parler. On a un message qui est d'autant plus légitime
quand on va le traduire auprès des collaborateurs, si on a participé à sa conception, à son élaboration. Ça permet de faciliter nettement voilà, la transmission des messages, la communication. Et en plus de ça, ça garantit aux collaborateurs une homogénéité, je dirais, dans les messages qui lui sont transmis, puisque on a grosso modo la même chose qui est dite par le côté RH qui a en main les impacts people du plan stratégique et par le manager qui, lui, potentiellement a participé à la conception de la stratégie. Donc, c'est vraiment de voir le RH comme au cœur d'un écosystème, je dirais. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Pamela. Ce n'est pas juste le RH tout seul dans son coin qui doit être garant de tout un tas de choses. C'est vraiment le RH au cœur de l'écosystème de l'entreprise qui doit être le garant de ces messages-là. Super clair. Peut-être, Pamela, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Tu avais déjà répondu à une première question. Merci, merci. Il y en a une deuxième, là, dans le cadre de la bienveillance, et merci en tout cas de les poser, Valérie. Dans le cadre de bienveillance managériale, de quelle manière développer, selon vous, la neutralité? Parce que Jean-Charles parlait aussi de neutralité. Donc là, Pamela, est-ce que tu as envie de rebondir? Est-il envisageable de mesurer la qualité managériale en termes de neutralité auprès de chacun de ses collaborateurs? Complexe. Avant de commencer à mesurer, merci beaucoup pour cette question, Valérie. Avant de commencer à mesurer, moi, je m'assure d'équiper les personnes au mieux. Et pour moi, il y a une question de définition de ce que c'est que la neutralité. Donc, Jean-Charles en parlait tout à l'heure. Pour moi, la neutralité, c'est pas, je vais dire ce que ce n'est pas, selon moi en tout cas, c'est pas le fait d'être dans l'empathie dégoulinante où on est en train de prendre parti, etc. C'est pas non plus à l'opposé être dans la froideur ou dans l'indifférence ou dans le fait d'ignorer. Pour moi, on est plutôt dans de l'équité, donc pas la même chose que l'égalité, de l'équité, de la lucidité, de la maturité émotionnelle et une capacité à faire la part des choses, ce qui n'est pas évident. Parfois, on se dit « Ah oui, mais j'ai des managers un peu jeunes », ce n'est pas forcément une question d'âge, c'est une question de capacité à se connaître et capacité à pouvoir gérer des situations qui sont parfois inflammables de manière comment dire, respectueuse et équitable. Donc pour moi, c'est plus une question de comment est-ce qu'on va accompagner les managers, accompagner les autres personnes aussi de l'équipe. Et quand je dis ça, c'est à tous les niveaux de management. Donc, on va du premier niveau de management jusqu'au comité exécutif. Comment est-ce qu'on les invite, on les soutient dans la connaissance d'eux-mêmes? Quels sont leurs déclencheurs? Quels sont les sujets sur lesquels il y a un peu de sensibilité? Clarifier aussi les attentes, les règles. Dans quel cadre est-ce qu'on est en train de parler? Ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire dans l'entreprise. Et puis, je vais revenir dessus, je vais me répéter, mais c'est comment est-ce qu'on permet aux entreprises d'être des endroits aussi où on peut s'entendre et s'écouter. Et ça, c'est soit avec des espaces qui sont faits dans l'entreprise, avec des moments dédiés à ça. Ça peut être des micro-moments, ça peut être aussi avec, comme je disais, avec des prestataires extérieurs. Ça peut être aussi avec des personnes qui sont formées en interne pour être des relais dans ces cas-là. Et il ne faut pas oublier que, pour moi, ça permet de participer à la diversité des points de vue et à la vitalité des entreprises. Donc, c'est hyper important. Après, mesurer, dans un premier temps, j'aime bien me dire que je vais équiper tout le monde. Et je pense que ça va se mesurer indirectement, peut-être, par l'engagement des équipes, par l'engagement des collabs, par le fait que les gens aient envie de rester. Donc, peut-être un peu moins d'attrition non voulue. Okay, ça peut être un indicateur. OK. Finalement, quand je vous entends sur ce côté chef d'orchestre, on est parti d'un rôle de DRH peut-être plus classique, on arrive à cette caisse de résonance, on arrive à un concept peut-être d'un DRH qui serait un DRH tisseur de liens et qui sait faire vivre des communautés tout à fait différentes, mais vers un même but qui est celui effectivement de la productivité en entreprise, d'aller sortir et d'aller faire avancer le business, mais donc avec justement cette logique d'une diversité où la diversité va aider. Finalement, c'est peut-être aussi le concept de résilience qu'on est en train de toucher du doigt, résilience individuelle, résilience organisationnelle. Est-ce que j'ai envie de dire, on n'est pas tout à fait à la fin, il est 39, on a encore, le séminaire se termine à 45, mais sur ce sujet de la résilience, qui est un mot peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas qui
qu'il y ait une des fonctions qui nous aide à dépasser cette éco-anxiété ou cette anxiété, c'est parce que j'ai de la résilience que je vais me reconnecter à mon pouvoir d'agir et que je vais réussir à en faire quelque chose de ce climat-là. Est-ce que vous, dans cette évolution du rôle de RH, vous avez aussi quelque chose à rajouter par rapport à ça? Que ce soit sur le plan individuel ou collectif, je vous laisse libre d'avancer comme vous le souhaitez. Peut-être, alors au-delà du niveau individuel, surtout au niveau collectif, nous, ce qu'on observe, c'est que, alors résilience, agilité, adaptabilité, on voit, je suis d'accord sur la dimension galvaudée du terme, mais on voit bien ce qu'il y a derrière. L'idée, c'est que la fonction RH, souvent, c'est elle qui se retrouve en première ligne quand il y a un choc externe. C'est souvent envers elle qu'on se retourne quand il y a le Covid, quand il y a un bouleversement sociétal, quand il se passe quelque chose. Voilà, c'est naturellement en entreprise vers le RH qu'on se retourne. Du coup, ce que ça implique, c'est que, et quand je dis on se retourne, c'est à la fois le collaborateur, mais aussi le COMEX. Bah tiens, c'est toi RH qui est censé savoir comment on réagit à ça. Mais pas forcément. Et du coup, dans ce contexte-là, ce qu'on appelle résilience, agilité, bah, c'est une vraie compétence que doivent démontrer et dont doivent faire preuve les RH. Pourquoi? Parce que en cas de choc, bah, la fonction RH, elle doit savoir très rapidement à la fois garder en tête les enjeux stratégiques de l'entreprise, alors qu'ils peuvent changer ou pas en fonction de la brutalité, de la nature du choc, et aussi savoir s'adapter, savoir qui recruter, comment recruter. Est-ce qu'il faut que j'acquière des nouvelles compétences, en quel nombre, avec où est-ce que je les mets, est-ce que c'est en France, en Europe, enfin, toutes ces questions-là, finalement, quand on a un choc externe, la fonction RH, elle doit avoir la plasticité, la résilience de pouvoir se poser ces questions. Et pour le coup, bah, nous, chez Akoya, c'est des sujets sur lesquels on travaille en permanence. Et au-delà de simplement aider les entreprises à prévoir, donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les RH pour prévoir finalement leurs besoins à court, moyen, long terme. Bah, finalement, nous, on aime beaucoup insister sur cette compétence-là. C'est non seulement on vous aide à prévoir, mais en plus, on vous aide à acquérir cette compétence d'anticipation, d'agilité. Et vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important, nous, et qui est vraiment au cœur de notre activité. Et en fait, le RH, c'est un petit peu encore une fois, ce qui permet de faire la courroie de transmission entre le leadership et les people, encore plus en cas d'incertitude, encore plus en cas de choc, d'incertitude. Et c'est en fait cette fonction RH qui est chargée d'adapter les messages, d'adapter la politique, de s'ajuster son organisation, tout ce qu'on veut, pour soutenir efficacement la trajectoire des deals. Et tout à l'heure, tu parlais, Sylvie, de squad. Bah, finalement, c'est un sujet auquel on peut réfléchir. Tu vois, c'est des profils RH qui sont des profils qui ne sont pas forcément spécialistes, qui ne sont pas des business partners, qui ne sont pas forcément auprès des collaborateurs, mais des profils un peu. Alors, nous, on les compare beaucoup à des consultants, mais c'est probablement une déformation professionnelle. Mais c'est des profils un peu plus couteau suisse qu'on peut utiliser, qu'on peut mobiliser parce qu'on sait compter sur leur expertise, sur leur capacité de réactivité et qui viennent un petit peu en soutien des DRH quand il y a un choc externe, un imprévu, et qu'il faut réadapter une politique derrière. Nous, c'est quelque chose c'est un modèle qui a été inventé et que nous, on tente de promouvoir pour le coup. Super clair. Merci Jean-Charles. Peut-être, Pamela, le mot de la fin, il nous reste 2 minutes. Ouais. Si tu avais envie de dire aux personnes qui nous écoutent, de leur donner un conseil ou ton mot de la fin à toi pour ce nouveau rôle de DRH, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Jean-Charles, avec un cercle de personnes qui peuvent aider avec leur expertise. Je continuerai dans mon conseil avec un cercle de soutien pour les DRH. Les DRH sont souvent ceux qui organisent pour les autres, mais n'organisent pas forcément pour eux. Donc, trouvez des gens autour de vous, peut-être des professionnels DRH, peut-être d'autres personnes, pour vous aider, pour comparer aussi, échanger vos expériences. Prenez soin de votre santé mentale, DRH, parce que c'est important. Hein. Elle est fortement éprouvée. Et puis, ce sont des choses qui se préparent aussi en dehors des crises. Donc, n'attendons pas les crises pour nous préparer. Et puis, le dernier mot pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire ce métier lorsqu'il est ancré dans des valeurs personnelles et c'est ce à quoi on doit se rattacher à chaque fois et c'est beaucoup plus simple parce qu'on arrive vraiment à avoir les pieds beaucoup plus stables et pouvoir mieux soutenir les vents contraires ou pas qui arrivent. Absorber les chocs et rebondir. C'est le mot de la fin. Merci à vous tous, merci à vous toutes pour votre participation. Merci aux personnes qui ont pu s'exprimer dans le chat. Et puis, c'est un très beau métier, le DRH, donc continuez à le faire avec passion. Et ça, c'est chouette.
Merci à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.